Bonsoir à tous. Émission exceptionnelle ce soir. Nous sommes ici en Irak, à quelques kilomètres seulement des zones de guerre, là où pendant des années, les avions de la coalition ont repoussé les djihadistes de Daesh, ceux qui ont notamment commandité les attentats de Paris. La coalition qui annonce la fin territoriale et officielle de Daesh. Mais on va voir au cours de cette émission que ce n'est pas aussi simple. Daesh revenant, la guerre est-elle finie? C'est le titre de ce nouveau numéro de Complément d'enquête. Bonjour, vous êtes d'où? De Paris. Ils sont loin de tout ça, de la vie d'enfant. Ils sont sous les bombardements. Ces enfants ont grandi avec un modèle unique, le modèle de la violence. Comment ces enfants pourront demain ne pas devenir eux-mêmes des terroristes? C'est la grande question qu'on se pose. On m'a dit, avant de me laisser sortir, on m'a dit qu'il ne faut jamais le laisser sortir. S'il sort, il va tuer des gens, il va s'enfuir en Syrie. Résultat des courses, j'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai travaillé. Ça vous fait quoi, monsieur le président? Avoir tout détruit, là. Et pour vous présenter cette émission, on a posé nos fauteuils rouges ici dans un village d'Irak totalement détruit, où les villageois ont d'ailleurs fui les combats de Daesh. Toute la soirée, à travers 4 enquêtes inédites, on sera aussi bien en Syrie, en Irak qu'en France. On commence par ces enfants de djihadistes. Ils ont 5, 10 ou 15 ans. Ils ont vu des exactions. Dans certains cas, même, ils les ont commises. Mais que faut-il faire? Faut-il les accompagner et les rapatrier tous en France? Ou bien faut-il les laisser ici, quitte à en faire de nouveaux ennemis de la République française? Pendant 4 mois, Rola Tarsissi et Laure Polaise ont pu retrouver à la fois les familles en France, mais aussi les enfants ici, dans des terrains de guerre. Voici cette enquête qu'elles ont réalisée avec Jean-Pierre Magnonnet, Pauline Juvigny, Vincent Gobert, Karim Annette et Laetitia Niro. À l'extrême sud-est de la Syrie, le désert de Tanak. Un convoi défile et s'arrête au milieu de nulle part. À l'intérieur de ces camions à bétail, les familles, des irréductibles de Daesh. Allez, descends. Ce sont les tout derniers djihadistes sortis du village de Barouz. À genoux là, derrière lui. Dernier bastion de l'État islamique. Les hommes d'un côté, de l'autre, les femmes et les enfants. La majorité de ces familles abattues en retraite au fur et à mesure des défaites. Beaucoup de bébés, de jeunes enfants blessés, mutiques, épuisés par des mois de bombardement, de manque de nourriture et de médicaments. Les forces démocratiques syriennes tentent de faire le tri entre les Syriennes, les Irakiennes et les Occidentales. Moustapha Bali, le porte-parole, a bien du mal à mener son enquête. Vous êtes toutes syriennes? Ou est-ce qu'il y a des étrangères parmi vous? Dissimulées sous leur voile noir, impossible de connaître les identités des femmes qui se murent dans le silence. Vous parlez anglais? Russe? Kurde? Allemand? Espagnol? Ok, bienvenue. Dans la plupart des cas, on reconnaît les Européennes aux marques de leurs affaires, leurs chaussures, leurs sacs. Mais après, il faut leur parler. Et c'est en écoutant leur accent qu'on arrive à savoir lesquelles sont étrangères. Parce qu'en général, elles parlent mal l'arabe. Parmi les djihadistes, nous repérons une femme aux yeux bleu ciel et à la voix frêle. Elle nous répond en français.
Bonjour. Vous êtes française? Vous êtes d'où? De Paris. Vous avez combien d'enfants? 2. Et leur papa? Et vous, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Oui, je vais faire le tour de la France. Ça, je sais que c'est un peu difficile. Vous avez On va passer par la casse prison. Vous avez l'impression qu'en France, on va vous regarder comme des terroristes? Moi, j'arrive. Je préférais plutôt parler à la police. Journaliste, ça fait le tour de la terre et tout le monde s'apprécie. Elle dit avoir 25 ans. D'ici quelques heures, S'il vous plaît, la caméra, elle sera interrogée par les services de renseignement américains et français, puis transférée dans un camp, avec ses 2 fillettes. Pour ces dizaines de familles de djihadistes, c'est le début de l'errance et de l'incertitude. Parmi les enfants, près d'une centaine de petits Français, pris au piège de cette fin de guerre contre l'État islamique. Que vont-ils devenir? La République va-t-elle les rapatrier? Pascal vit dans le nord de la France. Mais depuis 4 ans maintenant, son esprit est ailleurs, en Syrie, là où elle a perdu la trace de ses petits-enfants. Cet employé de mairie est en arrêt de travail. La dépression et les questions obsédantes. Sa petite fille et ses petits-fils sont-ils encore vivants? Et dans quel état? Vous avez des souvenirs ici? Complètement, dans chaque jeu. Ma petite fille, je la tenais dans le dos, elle montait là. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Oh, bah, comme tous les gamins, elle montait partout, hein, là, les toboggans, les autres jeux derrière aussi. On emmenait un petit pique-nique et puis elle se déchaussait et puis c'était sympa. Et ses frères, qu'est-ce qu'ils aimaient comme jeu, vos petits-fils? Bah, le tout petit, il était bébé, donc... Mais l'aîné, bah, il jouait... J'ai des souvenirs dans le petit tonneau là-bas, là, les petits tunnels. Je le vois encore, allongé. C'était super heureux. En 2015, sa fille unique est partie à 26 ans rejoindre l'État islamique, emmenant avec elle ses 3 enfants, toute la famille de Pascal. Ils sont dans l'horreur des bombes et la faim, c'est difficile à... Ouais. On sait qu'ils ont faim, il n'y a plus rien à manger et puis ils sont loin de tout ça, de la vie d'enfant. Ils sont sous les bombardements, donc... Pascal ne comprend toujours pas comment sa fille a été embrigadée par l'État islamique, une jeune femme normale comme elle dit, devenue méconnaissable. La jeune grand-mère dit qu'aujourd'hui sa joie de vivre est partie. Il ne lui reste que quelques sourires sur papier photo. Pauvre petit pépère, j'espère que je l'aurai, un petit garçon dans mes bras. Ses petits-enfants ont maintenant 9, 6 et 3 ans. Il y a aussi un bébé, né là-bas. Donc vous les voyez grandir à travers des photos en fait? Ouais, c'est ça, oui. Ce sont des photos de là-bas? Oui. Oui. C'est votre fille qui arrive à vous envoyer quelques photos? Oui. Au début, elle ne voulait pas, et puis après, j'en ai régulièrement. Bah, heureusement, sinon, on ne les voit pas grandir. Ils sont beaux. Bah, ils sont tout petits, ils devraient être ici, choyés par leur mamie. Mon petit cœur. Mon petit cœur de beurre, je l'appelais ma petite fille. Depuis 4 ans, sa fille lui envoie des nouvelles au compte-gouttes. Des messages toujours vagues sur les lieux où elle se trouve et sur son quotidien. Des preuves de vie, trop rares pour l'apaiser. Depuis toutes ces années, comment est-ce que vous avez fait pour garder un lien? Ben moi, je n'ai jamais pu appeler. C'est ma fille qui m'a contactée. Au début, c'était assez régulier.
Parce qu'elle avait un téléphone, il y avait des cyber à disposition, etc. Des cybercafés? Des cybercafés, oui. Et ça s'est beaucoup dégradé jusqu'à ne plus rien avoir là récemment. Pendant ce temps-là, vous avez imaginé le pire? Ah bah oui, on y pense H24. Hein. Quand on se lève, quand on se couche, la vie n'a plus de sens. Tout ce qu'on fait, on fait plus grand-chose, on vit. J'ai l'impression de traverser ma vie sans la vivre. On n'a plus de projet, on est dans l'attente. La fin de la guerre lui redonne espoir de revoir les siens. Mais personne n'avait imaginé le casse-tête juridique dans lequel se retrouvent aujourd'hui ces familles. Au nord de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, le camp de Roj, au milieu des champs pétroliers. C'est ici que sont détenues une partie des familles de djihadistes. Pendant la guerre, la région s'est largement émancipée du régime de Damas. Gérée par les Kurdes, elle n'est pas reconnue en tant qu'État par la communauté internationale. Elle n'a donc pas de relations diplomatiques avec la France. Dans ce no man's land du droit, plus de 400 femmes, de 48 nationalités différentes, attendent que leur pays décide de leur sort. Une prison à ciel ouvert. Les femmes de l'international djihadiste peuvent y faire des courses et sont autorisées à y vendre des gâteaux pour améliorer leur quotidien. Ça, c'est une Marocaine qui l'a fait. Ça, c'est une Turque, là, une Tunisienne. Ça, c'est une femme du Turkménistan. Ça vient d'une Syrienne. Et ça, c'est Fred ce matin. C'est Abdallah la Russe qui l'a fait. Il y a aussi des Belges, des Allemandes, des Anglaises et une vingtaine de Françaises, dont certaines très redoutées dans le camp. Nous avons croisé Émilie Koenig, recruteuse de Daesh avec ses 2 petites filles, et Margot Dubreuil, jeune nantaise qui avait rejoint Raqqa avant d'être arrêtée en 2017. Pour filmer à Roj, une seule condition, nous n'avons pas le droit de questionner les Françaises. Nous sommes autorisés à interviewer Sonia, une Belge dont le mari français est en prison. Le couple a été arrêté il y a plus d'1 an. Depuis, Sonia vit dans cette tente avec son fils de 2 ans et demi. Ça, c'est notre pièce de vie, où on mange, on dort. C'est chauffé la nuit? Ah oui. Ça, c'est la cuisine. Voilà. Vous avez toutes des tentes individuelles comme ça? Oui. Après, il y a des femmes qui décident de rester ensemble. D'autres qui veulent être seules. Comme beaucoup de femmes qui ont rejoint Daesh, Sonia dit être allée en Syrie pour pratiquer l'islam librement. Aujourd'hui, elle affirme le regretter et implore son pays de la rapatrier. Ce que vous attendez aujourd'hui, concrètement, ce serait quoi? Eh bien, de rentrer en Belgique avec mon enfant. Bon, je sais que je serai interrogée, mise en garde à vue. La place prison, je pense que c'est inévitable. Ce que j'espère, c'est que mon enfant puisse me visiter en prison, en fait. Les femmes sous Daesh, quels étaient leurs rôles? Sincèrement, toutes les femmes que j'ai pu voir sous Daesh, c'était des femmes au foyer, qui s'occupaient de leurs enfants. La cuisine, la maison. Malgré tout, des atrocités ont été commises. Il y a quand même eu énormément de kidnappings, d'attaques, de personnes égorgées, d'attentats. C'est aussi pour ça que les pays européens sont aussi dans une forme de réticence. Mais s'ils nous boycottent comme ça et qu'ils restent réticents, qu'ils ne viennent pas nous rencontrer, comment ils pourraient faire la part des choses? Il y a des enquêtes qui doivent être faites, des suivis psychologiques et compagnie, pour voir qui est dangereux, qui l'est moins, les intentions de chacun. Comment s'assurer de sa bonne foi? Comment déterminer avec certitude le rôle de chacune sous Daesh? Cassandra, elle, a retiré son voile. Cette Belge jure en avoir terminé avec l'islam radical. À 18 ans, elle avait rejoint son mari français à Raqqa
Par amour, dit-elle. Il s'est fait exploser dans un attentat suicide. Selon elle, toutes les femmes ne se sont pas contentées de cuisiner. Vous avez vu des femmes combattre, vous? Au siège de Raqqa, oui, j'en ai rencontré quelques-unes. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai, et essayent de le cacher, mais malheureusement, c'est vrai. Dans le camp, elle affirme se faire harceler quotidiennement. Comme j'ai pas le voile, j'ai très peu de relations en fait ici dans le camp, parce que les gens me catégorisent de mécréante et de apostat vu que j'ai renié l'islam. Donc vraiment les gens, je m'en éloigne le plus possible, parce qu'ici vous vivez dans la peur de vous faire agresser. Donc vous avez l'impression qu'il y a encore des personnes qui regrettent Daesh et qui sont encore dans ce camp? Oui, il y en a beaucoup. Ici, ce camp, c'est tout mélangé et vraiment, je comprends pas pourquoi les pays nous ont pas trié qui est dangereux, qui est pas dangereux. Et moi, personnellement, si j'étais à leur place, je reprendrais pas tout le monde. C'est peut-être dégueulasse ce que je dis, mais je reprendrais pas tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que l'État islamique comptait sur ses recrues féminines pour faire des enfants et assurer sa pérennité. Entre 2 et 3 par femme, la plupart ont moins de 5 ans et leur avenir semble figé entre les grillages du camp. À Roj, on leur propose notamment des cours d'alphabet, de dessin ou de chant. Bonjour les enfants! Mustapha est le professeur de musique. On reprend la chanson depuis le début. Il se félicite des progrès accomplis en quelques mois. Ces petits n'avaient connu jusqu'alors que le califat, où la mixité était interdite et la musique proscrite. Bravo les enfants, on s'applaudit. Les garçons et les filles sont mélangés? Oui, au début, on a eu des difficultés, vous savez, à cause des mentalités là-bas. Et petit à petit, on les a habitués à être ensemble, et là, ça va beaucoup mieux. Pendant que nous filmons le cours de musique, nous repérons une fillette venue chercher son petit frère. Ils sont français, détenus avec leur mère depuis 1 an et demi. Nous la questionnons en caméra cachée. Ça se passe bien ici? Ça va? Toi, qu'est-ce que tu voudrais? J'aimerais bien rentrer en France, voir ma famille et tout, comme avant, partir à l'école, tout. Avoir une vie normale? J'aimerais bien voir ma famille, ma mamie. Selon nos informations, il y a quelques semaines, le Quai d'Orsay a envoyé discrètement des émissaires à Roj. Ils auraient proposé aux Françaises de rapatrier leurs enfants, mais sans aucune garantie pour elles. C'est le deal qu'a accepté Saïda, ici en rose, la maman des 2 enfants du cours de musique. Nous la filmons à l'insu des gardes. Vous espérez rentrer en France? Bien sûr. Et vous avec vos enfants ou? Moi j'ai demandé le rapatriement de mes enfants, mais bien sûr j'espère les accompagner. D'accord. Mais vous seriez d'accord pour que vos enfants partent sans vous? Oui, j'ai donné mon accord. Vous avez donné votre accord? Vous êtes plusieurs à avoir donné votre accord? Il n'y a que moi qui ai donné mon accord. D'accord. Et vous comprenez aussi que les Français sont un peu effrayés Oui, je comprends tout à fait. Après, moi je sais que la DG ici connaissent mon dossier, ils savent très bien comment je suis venue. Et ils savent très bien que je suis venue du jour au lendemain, que j'étais pas du tout radicalisée ni rien, c'était parce que j'avais des problèmes familiaux et tout. Donc après, je trouve ça un peu injuste qu'ils ne m'aient pas aidé à repartir. J'ai encore mes papiers français, j'ai tout fait depuis que j'ai posé le sol ici. J'ai posé le pied ici, et j'essaye de repartir, vous voyez. Je me dis, c'est injuste, pourquoi ils ne m'aident pas en fait. J'imagine que ça doit être difficile aussi pour vous de vous dire que vous allez risquer d'être séparés de vos enfants. Vous voulez ce qu'il y a de mieux? Saïda, affiche le camp d'ici. La responsable du camp nous rappelle à l'ordre. Lassées de jouer les geôliers pour les Occidentaux, les autorités kurdes demandent à chaque pays de récupérer au plus vite ses ressortissantes et leurs enfants. Mais en France, l'opinion publique est hostile au rapatriement des djihadistes. Dès novembre 2017,
Emmanuel Macron se montre très prudent sur ce dossier. Je dis que c'est au cas par cas. Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés. Il y en a qui peuvent être rapatriés. Et il y en a qui seront jugés avec leur famille, dans certaines circonstances, dans les pays où ils sont, en particulier l'Irak. Sur la question du retour des enfants, le malaise est palpable. Les ministres se contredisent. Donc s'agissant des enfants, donc là encore, la question du retour ne se pose pas à l'heure actuelle. Il va falloir accueillir ces mineurs, il va falloir les présenter à des juges des enfants et il va falloir ensuite leur trouver une solution de prise en compte par le biais des mesures d'assistance éducative. Nous sommes dans un pays, la Syrie, avec une certaine désorganisation. Les enfants ne sont pas sous l'autorité du gouvernement français, des soldats français. Et puis il ne m'appartient pas de dire tel ou tel enfant, il est français, je vais aller le chercher. Ça n'est juste pas possible. Les parents et grands-parents d'enfants partis en Syrie, eux, se mobilisent. Fini le temps du silence et de la honte. Ça va Pascal? Bonjour Lydie. Tu vas bien? Bonne route? Ouais, ça va. Avec la fin de la guerre, ils se sont organisés en collectif. C'est ainsi que Pascal a fait la connaissance de Lydie, une autre maman qui vit dans le Nord comme elle. Pour aller ramener quoi. Et qui, comme elle, est dans l'attente de sa fille unique et de ses petits-enfants. Oui, ça fait tellement mal par moment que des fois je me dis sortir pour aller où, quoi faire, on est... Pour les deux femmes, il est important que leurs petits-enfants rentrent et avec leur mère. Elles souhaitent que leur fille soit jugée en France, ne serait-ce que pour répondre enfin aux questions qui tournent encore dans leur tête. Pourquoi c'est arrivé? Comment ils ont été manipulés? S'ils rentrent, ils vont pouvoir s'expliquer, on aura des réponses à nos questions aussi. Et essayer de comprendre pour que ça ne se reproduise plus. On a besoin aussi pour guérir, pour penser ces plaies, de comprendre ces jeunes. En décembre dernier, Pascal, Lydie et les autres familles ont adressé une requête simple à l'Élysée. Rapatrier tout le monde le plus vite possible. Entendez, Monsieur le Président de la République, notre appel de détresse. Nos enfants et petits-enfants n'ont que trop souffert. Ce sont aussi des enfants de la République. Sauver ceux qui peuvent encore l'être. On a reçu l'accusé réception de l'Élysée et depuis on attend une réponse. On n'a pas eu de réponse. Qu'on n'aura certainement pas. Hein, parce que, à titre personnel, j'en ai écrit je ne sais combien. J'ai pas toujours. On a eu une seule, en 3 ans et demi, j'ai eu une réponse bateau. Dans l'espoir d'être enfin entendus, les familles viennent de déposer 2 plaintes auprès de l'ONU. Donc ça, c'est sur le comité des droits de l'enfant et ça, c'est le comité contre la torture. Pour leur avocate, laisser ces enfants dans des camps est indigne, mais aussi dangereux. Il y a le volet humanitaire, parce que la France ne peut pas laisser périr et pourrir ses enfants dans des camps. Et puis le volet sécuritaire, parce que Daesh sait très bien quoi en faire de ces enfants et de ces femmes. En faire quoi? Des enfants soldats, à qui on va expliquer. Tu sais, la France, elle n'a pas voulu de toi. Elle t'a laissé crever dans un camp. Donc c'est tout. C'est une question de responsabilité. C'est pas qu'une question humanitaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'État français? Mais qu'il fasse son devoir. Qu'il fasse son devoir. Qu'il rapatrie tous les enfants. Tous les enfants. Pendant ce temps, les mois passent et les enfants grandissent dans des conditions inquiétantes pour l'avenir. En région parisienne, ce maçon à la retraite fait partie du même collectif de famille que Pascal et Lydie. Mais lui a perdu tout espoir de revoir sa fille Nadia. Voilà, c'est les messages. Le 9 décembre dernier, un message envoyé par une autre jeune Française depuis la Syrie lui apprenait ce qu'il redoutait le plus. La coiffeuse Nadia a été tuée ce matin avec toute sa famille, sauf son petit-fils rasé. J'étais ici assis sur le canapé, je ne savais pas ce qui... j'étais très froid, je ne savais pas quoi faire, j'ai pleuré et puis c'est tout. Sa fille avait 5 enfants. Il ne lui reste qu'un petit-fils, isolé, perdu. Je m'excuse, c'est très mouvant. C'est plus fort que moi. Et ça me fait du bien quand je pleure.
ça me soulage un peu. Je serais très content et très heureux de le récupérer, ce petit enfant-là. J'espère que l'autorité française, ils ont un très bon cœur et essayent de me rendre ce qui reste de ma fille. Ce grand-père raconte qu'il se réveille souvent la nuit, parlant à son petit-fils, lui donnant des conseils pour sa survie, voilà, sous les bombes et la faim. Razi, il a 12 ans, enfin, il est orphelin quelque part, enfin, je ne sais pas où actuellement, où il dort. Son obsession, retrouver son petit-fils avant qu'il ne soit trop tard. À 12 ans à peine, Razi est donc seul, quelque part dans l'immense territoire syrien. Durant notre tournage dans le Kurdistan syrien, nous l'avons cherché dans tous les lieux où nous sommes passés, jusqu'à ce centre de déradicalisation pour mineurs, dans le nord du pays. Il s'appelle Razi, il a 12 ans. En vain. Non. Je me souviens de tous les jeunes qui sont passés ici. Les garçons détenus ici ont entre 12 et 17 ans. Capturés par les forces kurdes, orphelins ou confiés par leurs parents. 80 adolescents, dont certains anciens enfants soldats. Dans ce centre fermé, ni portable, ni internet, pour éviter aux jeunes de se faire embrigader à nouveau. Ça, c'est une salle de classe. Pourquoi ils se lèvent tous quand vous rentrez? C'est une question de respect, de discipline. Ils sont habitués à se lever quand un professeur, un membre de la direction ou n'importe qui d'autre entre dans la classe. C'est juste une question de respect. Asseyez-vous. Dans ce centre, ils reviennent à des préoccupations de leur âge. La plupart de ces jeunes ont combattu. Certains ont même assisté à des décapitations. L'État islamique leur avait lavé le cerveau pour qu'ils soient capables de tuer. Le directeur s'étonne que la France ne fasse pas ce travail au plus vite, avec ses petits revenants. Il affirme qu'ici, les ados progressent rapidement. Dès qu'ils arrivent ici, on leur dit « Essayez d'oublier le passé, tout ce que vous avez traversé. Ici, on ouvre une nouvelle page. Vous êtes pardonnés pour tout ce que vous avez pu faire. » Et ce pardon, c'est ce qui fait naître de l'affection de leur part. Ils nous font confiance. Certains avaient donné de faux noms à leur arrivée. Ils avaient peur. Et au bout de quelques semaines, voyant qu'on les traitait avec respect, ils sont venus spontanément nous révéler leur véritable identité. Ce centre est destiné aux Syriens et aux Irakiens. Mais incroyable, en nous entendant parler français, un jeune nous interpelle. Nous le filmons en caméra cachée. Avec qui? Moi, je viens avec ma mère, mon frère et ma soeur. Vous êtes d'où? Ouais. Toulouse. De Toulouse? Et vous êtes ici depuis combien de temps? Ici, ça fait, je crois, 8 mois. Lorsque les forces kurdes l'ont recueilli il y a 8 mois, Brahim était un combattant de Daesh et venait d'être blessé à la jambe par une mine. Ils l'ont soigné. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va comment? Ça va bien. Tu as vécu sous Daesh. Ouais. Et toi, tu as combattu? Ouais. C'est vrai? J'étais obligé. C'est où tu combats, ou tu restes en prison. Une fois, je suis resté 1 mois debout. Les mecs comme ça, ils disent 1 mois, cache. Puis je pense aux toilettes et je repars. Comment t'imagines l'avenir? Déjà, je vais sortir du prison, partir en France. Et après, la vérité, je crois que jamais je vais partir en France. Tu penses que la France, pourquoi elle ne t'attaquerait pas? Parce qu'ils auraient peur? Ouais. Peur de quoi? Comme qu'il y avait en France, les attentats, etc. Brahim, 17 ans, n'a pas connu son père et nous a confié en vouloir à sa mère de lui avoir gâché son enfance en l'emmenant en Syrie. Avec les informations qu'il nous a données, nous avons pu retracer une partie de son parcours d'enfant embrigadé. Nous avons par exemple pu l'identifier sur cette vidéo de propagande où l'État islamique glorifie le terroriste Mohamed Merah. À l'époque,
Il a une dizaine d'années et porte un AK-47. Moi, je suis Toulouse. Subhanallah, Toulouse, c'est toi qui représentes Mohamed Merah. Ouais, je le représente. Allahu Akbar. Dans la région toulousaine, nous avons retrouvé sa famille et des proches qui l'ont connu enfant. Tous le croyaient mort. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Oui? Oui. Vous êtes sûre? Certaine. Qu'est-ce qui vous fait... Sa voix. Cette proche est sous le choc en découvrant nos images. La dernière fois qu'elle a vu Brahim, il avait 10 ans. J'ai un boum au cœur. Ah oui, je vous mens pas, c'est vraiment quelque chose qui me... C'est de la joie. Même qu'il est triste, et je suis triste pour lui, il est vivant. J'espère qu'il va être rapatrié. J'espère qu'il revienne en France. Elle pense qu'à son âge, Brahim peut encore être sauvé, à condition qu'il soit bien accompagné. Moi, je pense que ça serait plutôt un endroit où est-ce qu'il y aurait des psychologues, où est-ce qu'il y aurait des gens qui puissent l'aider directement, mais moralement aussi. Ils ont besoin d'amour, ces enfants-là. Ils ont besoin de quelqu'un qui les serre dans leurs bras et qui leur dit « N'aie pas peur, je suis là ». C'est tout. Suite à notre visite, elle a contacté les autorités pour leur signaler que Brahim était vivant et seul en Syrie. Aujourd'hui, l'État islamique n'a plus de territoire. Mais à son apogée, Daesh venait s'étendre jusqu'à la frontière turque. Une frontière peu étanche à l'époque. Certaines familles ont réussi à faire clandestinement le chemin du retour. Ainsi, bien avant les débats actuels, des enfants sont déjà revenus en France, accueillis discrètement sur le tarmac de Roissy. Pour eux, un parcours a été fléché. Arrestation de leurs parents dès l'atterrissage et placement immédiat dans les structures d'accueil autour de l'aéroport en Seine-Saint-Denis. Une prise en charge qui coûte au département 3 millions d'euros par an. Est-ce que vous avez hésité avant d'accueillir ces enfants dans votre département? Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que c'est l'intérêt de la société française que ces enfants qui sont français, qui reviendront dans ce pays, quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, en dépit des tergiversations actuelles du gouvernement. Et donc c'est notre intérêt collectif que ces enfants puissent se reconstruire. Et donc je n'ai pas hésité une seconde. Mais ça veut dire qu'il y a déjà des enfants de Daesh, si on peut l'appeler comme ça, scolarisés dans des écoles aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça se passe comment? Est-ce que vous avez été alerté par qui que ce soit? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à se faire peur. S'il y a des enfants comme ceux que nous avons accueillis là, depuis 2014 qui pourraient revenir, je pense que ça serait la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de revenir et qu'on les prenne en charge et qu'on s'en occupe. Et est-ce que c'est bon pour la société française? Bien sûr. Bien sûr. C'est ces enfants. Enfin, c'est quand même des enfants de la République française. Ils ne sont pas responsables et coupables de ce qu'ont fait leurs parents. Dans la banlieue de Lyon, un père peut aujourd'hui prendre soin de ses filles, comme avant. Salam alaikum. En 2014, Abdelkrim Labriac apprend que son ex-femme est partie rejoindre Daesh avec leurs 2 filles. Un voyage qu'il a longtemps cru sans retour. Est-ce que ça vous a manqué de ne pas faire la cuisine pour vos filles? De partager la table avec elles, c'est ça qui m'a manqué. De profiter avec elles, de leur faire des hamburgers. Non, franchement, c'était... Ouais. 2 ans plus tard, son ex-épouse se ravise et veut fuir la Syrie. Abdelkrim n'a d'autre solution que de payer le passeur pour revoir ses enfants. Et en 2 ans et demi, est-ce que vous avez demandé de l'aide? Oui. Alors, le gouvernement, c'était les premiers qu'on a contactés. En disant quoi? En fait, pour interpréter leurs réponses, c'est le silence. Ils n'ont rien fait du tout. Ce père a le sentiment que la République abandonne là-bas des enfants. Ses filles à l'époque avaient 5 et 7 ans. J'ai l'impression que tu aimes le rose, non? Oui, j'aime le rose. Tu connais un pays qui s'appelle la Syrie? Oui. Tu t'en souviens?
Oui, un peu. Et tu gardes des bons souvenirs? Il n'y avait pas trop de bons souvenirs. Est-ce que tu pouvais mettre du rose là-bas? Non. Non. Alors, elle allait bien là, vos filles? Ah, carrément. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est tout un travail qui est fait derrière. Hein. C'est vrai? Ah oui. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de le faire parce que, ça y est, maintenant, c'est devenu une routine. Mais au départ, vous étiez inquiet quand vous les avez récupérés? Je m'attendais à pire, honnêtement. Ouais. Je m'attendais à pire, mais finalement, c'est très bien passé. Bah, qu'elle soit dure avec moi déjà, sur l'opinion, qu'elle me traite d'égaré, qu'elle me traite de mécréant, jusqu'à ce point. Et ça, c'est arrivé? Non, jamais. Jamais, jamais. La seule chose qu'elles m'ont dit une fois, c'est quand elles ont vu Barack Obama à la télé, elles sont précipitées en disant « Allez là, le tarot, le tarot !» C'est là que je les ai stoppées. Le diable? Le diable, ouais. En 2016, quand les deux fillettes arrivent à Roissy avec leur demi-frère né là-bas, il n'existe pas encore de prise en charge psychologique. Leur père s'est débrouillé pendant des mois pour remettre de l'ordre dans leur tête. Son idée, une petite cabane dans leur chambre, un lieu à part, où ces filles pouvaient parler en toute liberté de leurs souvenirs sous Daesh. Aujourd'hui, il l'a démonté. Est-ce qu'en rentrant de Syrie, vous êtes des terroristes? Non. Ça veut dire quoi, terroriste? C'est faire des attentats, faire C'est quoi, exploser des des bombes. attentats? Faire exploser des bombes pour Non. tuer des gens. Bah non, on n'a jamais fait ça. Non, attends-moi. Est-ce que vous allez le faire un jour? Non, jamais. Vous êtes sûr, hein? Bah oui, c'est dangereux. C'est haram, en plus. C'est quoi? C'est haram. Est-ce qu'Allah, il veut ça? Bah non. Bah oui, parce que c'est pas bien de tuer les gens. Bah voilà. Les deux filles ont repris l'école. Leur père se considère comme un miraculé, même s'il reste vigilant sur leur évolution. Depuis notre tournage, Lydie a appris la mort de sa fille. Ses petits-enfants ont fait partie du premier rapatriement organisé par la France il y a 2 semaines. Le gouvernement en annonce d'autres dans les prochains mois. Pascal reste suspendu à son téléphone. Bonne nouvelle, sa fille est vivante, mais retenue dans un camp kurde avec ses enfants. Saadallah, lui, continue de chercher désespérément à localiser son petit-fils orphelin. Voilà pour ce document émouvant qui soulève évidemment bien des questions. On est avec vous, Élise Bogossian. Vous êtes patronne de l'ONG Eliscare et vous venez en aide à tous ces enfants tout au long de l'année ici dans cette région. Bonjour, vous avez été ému par le sort de ces jeunes Français que l'on vient de voir. Oui, bien sûr, c'est un sujet très touchant parce que la guerre affecte profondément les enfants, elle bouleverse le destin de ces enfants, mais ce qu'on peut dire surtout, c'est que aucun de ces enfants ne sera demain un être humain complet, structuré. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de travail pour les aider à se reconstruire. Et ce que je constate, en tout cas, c'est que l'impact de la guerre et du traumatisme dans le psychisme en profondeur chez ces enfants, l'effet de la violence qu'ils ont subie, d'avoir vécu, d'avoir assisté au meurtre de leurs proches, à des scènes de viol, font que ces enfants-là sont porteurs en eux. On ne peut pas dire forcément que ce sont des bombes à retardement, on n'en est même pas là. Mais c'est comment cet enfant va se projeter dans la société de demain, comment demain, lorsque son corps va se transformer, lorsque son psychisme va se développer, lorsque sa personnalité va prendre forme, comment ces enfants pourront demain ne pas devenir eux-mêmes des terroristes. C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que les programmes basés sur la résilience, la reconstruction, la prévention nous permettent d'assurer jusqu'à quel point ces enfants ne seront pas des terroristes? Lorsque vous voyez ceux qu'on vient de voir, nous, dans le reportage, vous vous dites qu'ils peuvent être désengagés au bout de combien de temps? Alors, les enfants dans le reportage sont très petits. Je pense que jusqu'à un certain âge, peut-être 6-8 ans, c'est assez facile de les récupérer. Ce sont des enfants qui sont très purs, ce sont des enfants innocents, ce ne sont pas des enfants qui ont choisi leur voie, ils ont été entraînés. Donc je pense que c'est une psychologie et un traitement à part pour les tout petits. Voyez, pour les autres, ceux qui sont un peu plus âgés, au-delà de 7-8 ans, donc vous dites, est-ce que par exemple, ils restent imprégnés de l'idéologie de Daesh?
L'idéologie de Daesh, c'est une idéologie qui a vraiment fonctionné. À Mossoul, ce sont des millions de graines qui ont été plantées. Et on voit aujourd'hui, même après la bataille de Mossoul, dans l'attitude des enfants, dans leur relation aux autres, dans la relation qu'ils ont avec les femmes, qu'il y a quelque chose qui a pris. Et il va falloir beaucoup de temps. On est quand même dans un pays qui vit la guerre depuis 30 ans. Il va falloir du temps pour sauver cette génération. Ouais. Alors en France, on a mis beaucoup de moyens pour encadrer ces enfants, on l'a vu. Vous pensez que nous, on est peut-être un peu mieux lotis parce que la France a mis plus de moyens que pour d'autres ressortissants? Alors dans le reportage, on parle d'une centaine d'enfants. À Mossoul, on est dans une autre échelle, c'est 17 000 enfants. 17 000 enfants, si on n'en fait rien, qui vivent aujourd'hui dans la rue, qui sont complètement porteurs de polytrauma, des enfants qui ont été en lien direct avec la guerre et avec le terrorisme. C'est évident que si on ne fait rien avec ces enfants-là, on va reproduire ce qui s'est passé en 2003 avec Al-Qaïda. Puisque les enfants des rues de 2003, qui étaient les enfants de la guerre, des survivants de la guerre avec Al-Qaïda, ont rejoint 10 ans après les rangs de Daesh. Donc aujourd'hui, si on ne fait rien avec cela, alors est-ce qu'on parle de prévention du terrorisme? Est-ce qu'on parle de prise en charge du traumatisme pour éviter et pour prévenir le terrorisme? Nous, en tant qu'humanitaires, c'est sûr qu'on voit, d'autres réalités que celles des politiques. Mais c'est vrai qu'on est confronté à une réalité directe qui est en 5 ans. Depuis 5 ans que nous travaillons sur le terrain, on voit des enfants se transformer très vite dans un sens positif comme dans un sens négatif. Je pense à ces orphelins qu'on voit aussi et qui sont dans ce centre de déradicalisation dans le reportage. Est-ce que pour eux, par exemple, il doit y avoir un traitement un peu particulier parce qu'ils ont manié les armes, ils ont été auteurs parfois d'exactions, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, et puis ils ont une désensibilisation totale par rapport à ce qu'ils ont vécu. Parfois, on a même le phénomène, peut-être pas dans ce camp-là, mais on a parfois un problème grave avec la toxicomanie. On a chez les jeunes de 14-15 ans, on a beaucoup de mal, ces enfants qui ont appris, qui ont coupé des têtes, qui ont décapité, qui ont assisté au viol de leur sœur. Et ils n'ont même parfois aucun sentiment quand ils en parlent. Et pour eux, c'est devenu une forme de normalité, même dans la violence qu'il y a dans la rue entre ces jeunes, pour les reconditionner, détricoter tout ce qui a été inscrit dans leur mémoire, dans leur conscience comme quelque chose de normal, de banal. Je pense qu'il faut beaucoup de travail. Et est-ce que la France, avec ses 100 enfants tout petits, je pense qu'on pourra le faire, mais les plus grands, je ne sais pas. Vous êtes plus inquiète finalement de l'après-guerre? Oui, l'après-guerre sera plus difficile parce que c'est souvent le moment où effectivement il y a une fenêtre de 10 ans ou de 15 ans où si on n'est pas là à participer à la reconstruction autrement qu'en reconstruisant les maisons, les mosquées, les universités, il faut reconstruire les âmes. Merci infiniment, Madame Bogossian, d'avoir répondu à notre invitation dans ce contexte un peu particulier, mais c'est le vôtre. Vous travaillez toute l'année avec ces enfants. On va maintenant s'intéresser au problème de la réinsertion pour les adultes, cette fois-ci. Ceux qui sont en France, qui ont été proches de l'idéologie de Daesh, qui ont été condamnés mais qui ont purgé leur peine et qui sont en liberté, ou bien ceux qui sont condamnés mais qui sont en liberté surveillée. Ce sont le plus souvent des détenus de droit commun. Ils sont 600. Comment la justice française a-t-elle décidé de gérer cette problématique? C'est exactement ce que l'on va voir maintenant avec cette enquête de Lilia Melconian, réalisée avec Émilie Gouveia-Vermelot et Benoît Sauvage. C'est une salle d'audience discrète à Paris, dont peu de gens connaissent l'existence. Chaque jour, on y juge des femmes et des hommes ralliés à la cause de l'État islamique. On l'appelle la 16e chambre correctionnelle. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de la filmer juste avant le début d'un procès. Aujourd'hui, devant les magistrats comparaissent 3 prévenus. Ils ont entre 20 et 30 ans, accusés d'avoir projeté un attentat en France et d'avoir voulu rejoindre la Syrie. Les échanges avec le président du tribunal sont tendus. Ma religion, elle est supérieure à votre République. Je veux vivre ma foi en toute liberté dans un pays d'islam.
Après 2 ans de détention provisoire, l'homme n'a rien renié de son idéologie extrémiste. Vous pensez quoi des attentats commis en France? Pourquoi vous me demandez ça? Je veux savoir ce que vous pensez de ces attentats. Je me réserve le droit de garder pour moi ce que je pense de ces attentats. Des mots qui résonnent lourdement au cœur de ce palais de justice. Après 13 heures d'audience, ils écopent de 8 et 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. À la 16e chambre, à chaque nouvelle audience, c'est un combat âpre qui se joue contre le fanatisme. Parfois, la victoire semble toute proche. Farid, ici à gauche, est encore sous le coup de l'émotion. Il vient d'être jugé coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Mais ce soir, il ne dormira pas en prison, il reste en liberté sous contrôle judiciaire. La justice a décidé de lui donner sa chance. Depuis 1 an, il travaille et se dit guéri de l'islam radical. C'est un peu une maladie. Moi j'étais dedans, mais je ne voyais pas que j'étais dedans. Et je me mentais à moi-même, comme je l'ai dit, j'étais dans le déni. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aider les gens, leur faire confiance. Moi, on m'a dit, avant de me laisser sortir, on m'a dit qu'il ne faut jamais le laisser sortir. S'il sort, il va tuer des gens, il va s'enfuir en Syrie. Résultat des courses, j'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai travaillé. Donc là, ouais, c'est vraiment un grand soulagement. Comme Farid, en France, 250 personnes condamnées pour leur lien avec le terrorisme purgent leur peine en liberté. La plupart sous bracelet électronique. Ils seront bientôt rejoints par des détenus qui vont sortir de prison, condamnés entre 2013 et 2015. Combien de terroristes jugés pour djihadisme vont sortir cette année après qu'ils auront purgé leur peine? Une trentaine. Une trentaine cette année, 450 d'ici 2022. Comment s'assurer qu'ils ne sont plus un danger pour la société? Avons-nous tiré des leçons de nos échecs en matière de déradicalisation? Trois jours après son procès, nous retrouvons Farid chez lui, dans la région lyonnaise. Il vit avec sa fiancée dans ce 2 pièces. À l'époque, elle ne perçoit pas qu'il est en train de se radicaliser. Le jeune homme vient d'arrêter ses études. Au chômage, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Nous sommes en 2014. Farid voit les combattants de l'État islamique comme des héros. Un rempart, dit-il, contre le tyran Bachar al-Assad. Il y avait des personnes qui postaient des vidéos sur le conflit syrien. Je restais scotché, j'arrêtais pas de regarder ces vidéos-là. À l'époque, quand on voyait qu'ils aidaient le peuple syrien, je me suis accroché à eux, on va dire. Je croyais un peu à tout, genre les médias, c'est des menteurs, tous les médias. Donc je suis devenu moi-même complotiste. Et puis il y a les attentats en France. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On commence à douter, et une espèce de schizophrénie. Il y a un côté qui soutient, un côté qui est dégoûté. Et puis on se cherche des excuses en fait. On se dit non, ça s'est fait par un groupuscule de l'État islamique, c'est pas tout l'État qui est d'accord. Farid diffuse alors des vidéos de propagande de Daesh. Il aide un candidat au départ en Syrie à se loger. Il est repéré par les services de renseignement. Un matin, le raid fait irruption dans son appartement. 96 heures de garde à vue et il est envoyé à la prison de Fresnes. Au total, Farid passe 18 mois derrière les barreaux. La promenade de Fresnes, c'est une cage à poules, c'est tout petit. Si t'es solide dans ta tête, tu craques pas, tu peux t'en sortir. Mais quelqu'un qui se retrouve tout seul, car j'en ai connu, des gens qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas d'amis. Donc lui, tout seul, il n'a aucun espoir dehors. Il se dit même si je sors, je vais aller où? Les gens, ils pensent qu'on se radicalise que par idéologie. Moi, j'ai connu des gens qui sont radicalisés par haine. La haine des surveillants, la haine des juges aussi. Et on se dit qu'en fait, tout ce qu'on a vu sur ce que disent l'État islamique, c'était vrai. C'est vrai, ils nous aiment pas, ils nous détestent parce qu'on est musulmans. Dans la courte promenade, on leur dit tu vois, on avait raison, je te disais ça depuis le début, tu voulais pas me croire. Si vous jetez un mec au requin, vous pouvez pas vous plaindre après qu'il se fasse mordre.
Moi, on m'a acheté au requin. Et c'est quand je suis sorti que j'ai commencé à travailler. Je commence à regoûter un peu la vie, etc. Et c'est là qu'en vrai, je fais le déclic. La personne qui me dit que c'est déradicalisé en quelques jours, en quelques mois, c'est pas possible. Moi, ça m'a pris du temps, mais il fallait que je sorte pour ça. En liberté conditionnelle dans l'attente de son procès, Farid est alors embauché dans une grande entreprise de télécom. Ce poste à responsabilité, il ne s'y attendait pas. Il dit que cela a été sa planche de salut. Déradicalisé par le travail, c'est la nouvelle approche du gouvernement. Et voici celle qui a été envoyée au front. Muriel Domenac, ancienne diplomate en Turquie. Ce matin, elle assiste à une rencontre à l'UNESCO en présence du ministre de l'Éducation. Ça va? Oui, très bien. C'est important que vous soyez... voilà. Objet de la conférence, comment éduquer les écoliers aux médias pour éviter la fanatisation des esprits. De la semaine de la presse et des médias. Nos forces, nous pourrons contribuer au développement de l'éducation aux médias. Dans sa guerre contre l'idéologie de Daesh, Muriel Domenac travaille sur la prévention. Mais à l'autre bout du spectre, elle doit aussi gérer la prise en charge des radicalisés et des sortants de prison. C'est sa mission la plus sensible. Je voudrais qu'on revienne sur ces quelques images-là. C'est le centre de Pontarlier, le fameux centre de déradicalisation. Il y a 2 ans, quand Muriel Domenac a été nommée, la déradicalisation tournait au fiasco. Nous avions pu filmer l'un des dispositifs financés par l'État, le centre d'hébergement de Pontourny en Indre-et-Loire. Un programme basé sur le volontariat. Peu de candidats s'étaient présentés. Olivier Chasson et son équipe avaient tout prévu. Une organisation quasi militaire. Levée de drapeau 1 fois par semaine. Réveil à 6h45. Et port de l'uniforme. 11 mois après son inauguration, c'est Muriel Domenac qui avait géré sa fermeture. Ça a été une bonne idée soldée par un échec. La déradicalisation au sens où elle a été interprétée, c'est-à-dire comme finalement la déprogrammation et la reprogrammation, comme on le ferait avec un logiciel défectueux, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de potion magique, ni avant ni après. On parle aujourd'hui à l'administration pénitentiaire et puis chez tous les praticiens de désengagement, c'est-à-dire de mise à distance de la violence et puis de réinsertion. Pour empêcher toute forme de violence, le gouvernement mise sur un programme élaboré de réinsertion sociale. La mission a été confiée à un géant du secteur, le groupe d'insertion sociale, SOS, 18 000 salariés. Sur leurs brochures, des maisons de retraite, des formations, des logements sociaux, mais rien sur la prise en charge de profils radicalisés. Je vous emmène dans les bureaux où on travaille tous les jours. Le groupe commence à peine à communiquer sur ce volet très confidentiel. Et en particulier le bureau dans lequel mes camarades et moi passons une partie de nos journées. C'est la première fois que son directeur Jean-Marc Borrello accepte la présence d'une caméra pour parler des engagements. Ici, pas de volontariat. Ce sont les juges qui choisissent ceux qui passeront par ce programme de déradicalisation. Il y a des personnes pour lesquelles la religiosité, c'est un petit vernis. On a des personnes qui sont en rupture à différents niveaux et que cette rupture, à un moment donné, a joué un rôle moteur. Donc en fait, on va faire de la dentelle. On va s'adapter à la situation. Alors, chaque personne est encadrée par plusieurs professionnels du groupe SOS. Un suivi qui peut aller jusqu'à 20 heures par semaine. Recherche d'un logement, d'une formation, d'un emploi. Il y a aussi des entretiens avec un psychologue et même un aumônier pour comprendre l'évolution de sa pratique religieuse. Au total, sur une année, cet accompagnement personnalisé devrait coûter plus de 2 millions d'euros à l'État français.
Vous les aidez à trouver une formation ou un emploi, vous les aidez à trouver un logement. Est-ce que vous comprenez que les Français puissent se dire mais comment ça on aide d'anciens condamnés en lien avec des affaires terroristes? La réalité, c'est que lorsqu'on a fini sa peine, on sort. Quel que soit ce qui vous a amené en détention, la peine étant terminée, on retrouve la société. La question, c'est est-ce qu'on donne à cela une possibilité de ne pas rechuter, quel que soit le délit commis, ou est-ce qu'on les remet en liberté en se disant qu'après tout, on verra bien ce qui se passe? Mais comment être sûr que la déradicalisation est bien réelle? Comment éviter la taqia, la tactique de dissimulation prônée par Daesh? En croisant les expériences, en croisant les compétences et en croisant les regards, on arrive, de notre point de vue, à lutter efficacement contre la dissimulation. Selon eux, cette méthode fonctionnerait donc sur certains profils radicalisés. Mais dans d'autres cas, le combat semble perdu d'avance. Ce jour-là, dans la 16e chambre correctionnelle comparaît un vétéran du djihadisme. Ahmed Laïdouni, un Français de 51 ans. En 2004, il avait été condamné à 7 ans de prison dans le cadre des filières afghanes d'Al-Qaïda. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous avez été aperçu en Libye. Vous avez vécu en Égypte et les services de renseignement vous ont aperçu en train de franchir la frontière syrienne en 4x4, avec d'autres Français à bord. Les avez-vous recrutés pour le djihad? Non, Monsieur le Président, je vous jure, c'était pas moi. Dans la salle parmi le public, des officiers du renseignement, mais aussi des chercheurs spécialistes du terrorisme, venus discrètement observer les profils des prévenus. Ces experts travaillent pour un centre d'analyse privé, sous la direction de Jean-Charles Brizard. Selon lui, il n'existe pas de solution pour ces récidivistes, à part une surveillance au plus près pour anticiper leurs prochaines actions. Ils voyagent au gré, finalement, des terres de djihad. Ça peut être un jour l'Afghanistan, le lendemain la Tchétchénie. D'autres sont parvenus à se relocaliser déjà vers l'Afghanistan. Une dizaine de Français sont présents sur zone. Vers la Libye également, quelques unités. Donc il y a des Français qui, d'ores et déjà, sont partis vers d'autres théâtres d'opération. Farid, que nous avions rencontré à la 16e chambre le jour de sa condamnation, jure avoir tiré un trait sur son passé de radicalisé. Avec sa compagne, ils veulent déménager. Regarde là, c'est à côté, ça, 75 mètres carrés. Mais cette nouvelle vie reste fragile. Ma crainte serait d'y retourner en prison. Et sinon, le plus qui me gênerait, ce serait qu'on me reconnaisse dans la rue, qu'on sache pourquoi j'ai été arrêté et tout, et que ça nuise à ma réinsertion, à mes projets d'avenir. Vous disiez que vous aviez perdu des amis aussi? Ouais, j'ai perdu pratiquement tout mon entourage. Il me reste quelques connaissances, mais sinon tout le reste, ils m'ont laissé tomber par rapport à cette histoire. Soit par peur, soit par crainte d'être assimilé à mon affaire. Et donc je suis reparti de zéro. Dans 15 jours, un juge décidera de lui attribuer un bracelet électronique ou de le renvoyer en détention pour terminer sa peine. 4 ans de prison. Laurent Nunez, bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé entre autres des questions de terrorisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'exemple du jeune homme qu'on vient de voir, qui est en liberté, est-ce qu'il vous choque? Est-ce qu'il vous rassure? Non, cet exemple ne me choque pas. Il faut savoir que nous avons effectivement un certain nombre d'individus qui sont actuellement incarcérés pour des infractions liées au terrorisme. La plupart d'ailleurs d'entre eux sont actuellement incarcérés, sont suivis en milieu pénitentiaire depuis... Sous le quinquennat précédent, puis nous avons accentué cette action. On a un dispositif de suivi très important. Combien il y a à peu près 500 détenus qui sont condamnés pour des faits liés à des infractions terroristes et un peu plus d'1 millier de personnes qui sont des détenus de droit commun radicalisés et qui sont tous suivis en milieu pénitentiaire et à leur sortie, et c'est ce qu'on voit, ils sont bien évidemment pris en compte par les services de renseignement en milieu ouvert. Est-ce que cette réinsertion, elle vous inquiète, le fait qu'ils soient en liberté? Ça peut choquer un certain nombre de Français.
Ce sont des personnes qui ont purgé leur peine, donc sur des faits qu'on ne connaît pas. Hein, je tiens à préciser que toutes les personnes qui ont été condamnées pour des faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ces individus sont encore incarcérés. Ils ont des peines longues. Certains vont sortir bientôt, l'année prochaine, parce que certains ont été condamnés au début du conflit. C'est un conflit très long. Et certaines peines ont été très courtes. Est-ce que les magistrats n'ont pas été un peu trop laxistes au début du conflit? Non, il n'y a pas de laxisme dans les peines. Attention. Mais le fait qu'il y en ait certains qui vont sortir l'année prochaine. Non, attendez. Quand on dit 500 détenus qui sont détenus pour des infractions liées au terrorisme, ça couvre un spectre qui est très large. Il n'y a pas de typologie, c'est ce qu'on disait aussi. C'est très large. Ce sont des individus qui ont pu apporter un soutien matériel à des individus qui sont partis en Syrie et en Irak. Ce sont des individus qui ont pu avoir un rôle dans la diffusion de la propagande. Donc vous voyez, c'est très large. On n'est pas que sur des individus qui préparent des attentats. Est-ce que vous faites confiance aux repentis? Je pense à ce qui s'est passé en prison récemment. Est-ce que vous faites confiance aux repentis? Écoutez, le repenti, ça dépend de ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a été condamné... Il faut que les Français comprennent que quelqu'un qui a été condamné pour des faits liés au terrorisme, il fera l'objet d'un suivi permanent des services de renseignement. Ce sont des faits qui sont graves, donc ils ont purgé leur peine au judiciaire. Quand ils sortent, ils sont suivis par les services de renseignement dans une logique aussi d'entrave. C'est-à-dire que dès que ces individus sortent des rails, forcément, nous saisissons la justice et ils sont de nouveau judiciarisés. Alors parlons maintenant des revenants, à la fois des mères et des enfants. Les mères d'abord. L'exemple de Saïda, cette femme qu'on voit dans le premier reportage qu'on a diffusé ce soir, qui a signé tous les papiers. Ses enfants sont prêts pour rentrer. D'abord, elle, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce qu'elle peut rester 10 ans dans ce Kurdistan syrien? D'abord, vous savez, ici, nous sommes au ministère de l'Intérieur. Nous sommes en charge de la sécurité des Français. Les personnes que nous voyons dans notre reportage, et notamment ces femmes, sont des femmes qui sont parties de leur plein gré dans une zone de conflit, en Syrie et en Irak, pour combattre le monde occidental, pour combattre la France. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, ne jamais le perdre de vue. On est bien d'accord, mais et les femmes qu'est-ce qu'on fait maintenant? ont pu avoir joué un rôle très actif. Ces individus sont détenus là où ils ont commis des exactions, et donc pour l'instant, ils sont détenus là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? On les laisse être jugés sur place? Vous pensez qu'il faut les rapatrier en France, les juger en France? Je parle des mères. Alors, pour l'instant, d'abord, certains sont jugés sur place. Est-ce qu'on manque d'éléments aussi? Certains sont jugés sur place. C'est le cas en Irak. En Irak, certains oui, mais en Syrie, et en Syrie, ils sont détenus par les FDS. Pour l'instant, ils sont là-bas. Il n'y a pas de raison. Donc elles peuvent rester indéfiniment. Il n'y a pas de raison de les rapatrier. Il n'y a pas de volonté de les expulser. Ils restent là-bas. Et donc, elles n'ont pas vocation à revenir en France. Ça vaut pour les femmes et ça vaut pour les djihadistes hommes, qui eux sont détenus également en Syrie. Très bien, c'est clair. Alors venons-en aux enfants, les enfants de Saïda ou d'autres. Là, on a la possibilité juridiquement de les faire rapatrier. Pourquoi vous ne les faites pas tous rapatriés? Alors, les enfants sont généralement avec leur mère, hein, donc c'est un choix qui a été fait par les Kurdes, et un choix que nous respectons. Vous avez raison de dire que, pas tous, effectivement, il y a un certain nombre d'enfants qui sont isolés parce qu'ils sont orphelins, et c'est la position du gouvernement de dire au cas par cas, de manière limitée, dans certaines circonstances, on peut effectivement envisager un rapatriement de ces enfants qui sont orphelins et isolés et qui peuvent être en situation de détresse. On en a combien encore là-bas? Alors, les enfants, nous ne connaissons pas précisément le chiffre des enfants qui sont détenus, mais il faut savoir que sur l'ensemble, en Syrie et en Irak, il y a près de 500 enfants qui évoluent sur zone, donc on ne sait pas forcément tous où ils sont. Hein, donc, voilà. 500 enfants français? 500 enfants qui sont issus de parents français et qui sont sur zone. 350 qui sont partis avec leurs parents, 150 dont on pense, c'est une estimation, qu'ils sont nés sur zone. Sur ces environ 500 enfants, une petite centaine est revenue déjà depuis 2015, un certain nombre sont détenus, et quant aux autres, pour l'instant, nous n'avons pas spécialement de nouvelles les concernant. On peut penser qu'un certain nombre d'entre eux sont décédés aussi dans le cadre des conflits. Donc entre 200 et 300, dont on ne sait pas très bien où ils sont. Oui, exactement. On ne sait pas très bien où ils sont, mais un certain nombre d'entre eux seront probablement appréhendés avec leurs parents dans le cadre de la fin des actions de la coalition. Tous ne rentreront pas. On est à peu près d'accord là-dessus. Tous ne rentreront pas. Encore une fois, la position du gouvernement français, c'est pour les enfants, au cas par cas, dans des situations de détresse humanitaire. Merci, monsieur Laurent Nunez. On va maintenant s'intéresser à ceux qui ont été les acteurs de ce conflit, ceux qui ont combattu, qui ont pris les armes, pas dans les rangs de Daesh, ceux qui étaient en face, qui ont donc combattu Daesh. Et ce ne sont pas des militaires, ce sont des civils, des Français. Voyez ce reportage étonnant qui est signé Patrice Kouyumdjian, François Gagnant, Fabien Galluffaut pour TV Presse, avec le commentaire de Samuel Humez. Nous, les combattants du bataillon international, nous adressons un message aux combattants de Daesh. Nous vous traquerons, nous vous trouverons et nous vous tuerons. Voici certains des combattants qui ont lutté contre Daesh en Syrie pendant 4 ans aux côtés des Kurdes.
Leur particularité, ils sont français. My name is Farid Mataz, and I was born in Marseille, in France, on the 2nd of January 1982. Le dernier à être tombé au front s'appelait Farid. Il est mort en octobre dernier. Son corps a été rapatrié à Marseille 2 mois plus tard. Ce 8 décembre 2018, ce sont ses frères d'armes qui portent le cercueil. Au milieu de cette procession, un père en deuil. Quelle émotion. Salem, 54 ans, pleure son fils disparu. Ce jour-là, le père de famille apprend le nom de guerre que les Kurdes avaient donné à son fils. Farid, Marseillais de 26 ans, se faisait appeler Chahine. Autrefois gentil écologiste, son fils est devenu un guerrier. Un engagement radical que le père de Farid est bien obligé d'accepter, sous les applaudissements de la communauté kurde. Ça me touche de voir mon fils sur ce cercueil, mais c'était sa façon de voir les choses. C'était un humaniste. Il n'était pas fait pour faire la guerre, il n'avait pas cette culture de militaire, c'était un écologiste, c'était un pacifiste. Et voilà, il ne pouvait pas dormir comme ça, il avait une conscience. Mon fils, il est parti à l'homme et moi je le vois toujours un bébé. Voilà. Et je remercie. Quelques mots d'amour paternel et la douleur des frères d'armes de Farid. Ils ont passé 5 mois avec lui sur le front. Oui, c'est toujours bizarre de venir et puis que nous, on ait pu revenir, la chance d'être revenus et puis que d'autres camarades ne soient pas revenus. On se demande toujours pourquoi, si c'est le hasard, si c'est une volonté de Dieu. On n'est jamais prêt quand un camarade part. On le voyait déjà comme le commandant des unités internationales chez Chahine. Qui sont ces Français qui vont tuer à plus de 4000 km de chez eux? Certains n'ont pas 20 ans, comme Ravachol, un sniper si efficace que sa tête est mise à prix par Daesh. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question kurde, j'avais 17 ans. J'étais passionné de géopolitique, de géostratégie, et j'étais surtout intéressé par le cas de Daesh. Des Parisiens, des indépendantistes bretons. Qu'est-ce qui pousse ces combattants à risquer leur vie pour une terre qui n'est pas la leur? Je suis français. Je suis venu combattre le Daesh suite aux attentats du Bataclan. Sur le front, il y a des cadavres, pas partout, mais on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, donc moi, même si ça me fait du mal, j'essaie de me dire que c'est normal. Portrait de ces Français qui ont tout quitté, famille, proches et travail, au nom d'un idéal. Quelque part dans le nord-est de la Syrie, nous avons rendez-vous avec des combattants des YPG, un mouvement armé qui défend le peuple kurde. Voici ce qu'ils appellent l'Académie militaire des brigades internationales. C'est ici que Farid le Marseillais a commencé son instruction militaire. Tous les étrangers qui se portent volontaires doivent ici apprendre les fondamentaux de notre culture, de notre mouvement et du combat. Ces fondamentaux, les volontaires les apprennent sur les bancs de cette école. Car les candidats qui viennent ici ont pour devoir de défendre le territoire du Rojava. Le Rojava, officiellement un pays qui n'existe pas. Mais les Kurdes considèrent cette enclave dans le nord-est de la Syrie comme le berceau de leur peuple. Le Rojava, une utopie révolutionnaire vantée dans ses clips de propagande des YPG. Égalité entre hommes et femmes, tolérance religieuse, démocratie directe et redistribution des richesses. Avant d'arriver ici,
Les candidats français ont tous été sélectionnés sur Internet. Pourquoi les Français viennent défendre la cause kurde alors que ce n'est pas la leur? Bien sûr, il y a les attaques terroristes à Paris, mais cela dépend aussi de leur parcours idéologique. Beaucoup viennent des mouvements antifascistes, par exemple, ceux qui viennent de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Par exemple, il y a des anarchistes, des communistes et des socialistes. Une armée d'idéalistes, mais qui s'est révélée utile pendant la guerre. Farid et d'autres soldats avaient pour mission de guider les bombardements de la coalition anti-Daesh depuis le terrain, via un iPad. Le jour où Farid est mort, il donnait des indications aux avions américains. Siwan, 24 ans, l'a vu tomber à ses côtés lors d'une attaque de Daesh. Moi, je suis en train de regarder avec les jumelles. J'entends Harari, Harari. Harari, ça veut dire fusée, ça veut dire lance-roquette. Et j'enlève mes jumelles, et là, je vois un roquette qui nous arrive droit dessus. On a eu le temps de se mettre à couvert pour éviter le roquette. Mais Eval Shahin n'a pas eu cette chance parce qu'il était sur le iPad, assis, et il n'a pas eu le temps de se lever pour se mettre à couvert du roquette. C'était l'apocalypse tout autour de nous. Je voyais le sang de Shahin, je voyais encore des bouts de sa chair sur le sol. Et je me dis, ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Shahin, qu'est-ce qui vient? Le Marseillais sera resté en Syrie 5 mois seulement avant d'être tué. Auparavant, Farid était un militant écologiste convaincu et il vivait déjà dans la clandestinité. À l'époque, il s'était choisi un autre pseudo, Waka. Bienvenue dans la forêt de Hambar, à l'ouest de l'Allemagne, là où Farid s'est construit une identité de rebelle, façon Robin des Bois. Une ZAD, une zone à défendre pour les écologistes radicaux, qui bloquent l'agrandissement d'une mine voisine. Bonjour. Bonjour. Ici, la cagoule est obligatoire. Pas question d'afficher son visage, de peur d'être identifié par la police. Il y a une caméra ici. Le mieux, c'est que tu baisses ta caméra quand les gens vont venir. C'est ici que Waka habitait, jour et nuit, au cœur de la forêt. À l'époque, le jeune homme était ce que l'on appelle un éco-warrior, prêt à tout pour empêcher la déforestation. On a installé un système de tubes d'acier et de cordage. Ça empêche les machines de venir ici. Et ça rend beaucoup plus difficile l'abattage des arbres. Le 22 janvier, Waka tenait le poste ici pour empêcher la police de rentrer dans la forêt. Mais il a été arrêté pour ça et il a été jeté en prison. Oui, 1 semaine de prison pour ça. Mais avoir certaines banderoles au milieu des bois, comme ce drapeau kurde, la forêt de Hambar était aussi l'antichambre avant d'aller se battre en Syrie. Ce passé d'activiste clandestin, Salem, le père, n'en avait jamais entendu parler. Aujourd'hui, il cherche des réponses. Le 3e Français mort aux côtés des Kurdes en combattant les islamistes de Daesh. Et j'envoie mes derniers vœux aux gens que j'ai connus. Je ne connais pas l'homme qu'il est devenu. Je l'ai laissé enfant, je l'ai laissé étudiant à 20 ans. Mais voilà, j'ai besoin de savoir la motivation et l'homme qu'il est devenu. Salem traque le moindre petit détail qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Car Farid, comme la plupart des Français partis rejoindre les Kurdes, a caché son projet à sa famille et ses proches. Dans sa dernière lettre, le jeune enseignant ment sur sa destination. Salut à tous. J'ai beaucoup appris et pourrais être amené à m'impliquer de nouveau dans différentes campagnes politiques comme un activiste anarchiste. Là, je pars pour un moment vivre en Iran, travailler dans une école comme enseignant de langue anglais et français.
Je préférais que vous ne partagiez pas trop la nouvelle. Il prenait pas les risques, c'était un pacifique, il n'aimait pas la violence, il défendait la cause animale. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, Daesh et la Syrie, cette guerre que je voyais comme tous les gens à travers la télé, qu'un jour elle allait rentrer chez moi. Mais aujourd'hui, tous les mensonges du fils à son père sont oubliés depuis que Salem a vu le rapport d'autopsie. Il y a 14 cm, 16 cm du crâne, la moitié du cerveau il est éparpillé, le corps il a été brûlé. Voir ton propre enfant mourir avec des armes de guerre, j'étais peiné, j'avais cette haine, la haine de venger mon fils contre ces barbares de Daesh. Pour comprendre l'engagement de son fils, le père de famille part à Lyon. Il va y rencontrer d'autres combattants français du YPG. Parmi eux, un ancien soldat de l'armée française, récemment rentré du front syrien. Un célibataire sans attache, ex-commando parachutiste en Afghanistan et en Irak. On a formé un groupe au début, qui s'appelait l'unité 732. Et puis ça a pris... ça a été une vague en fait de volontaires. Il y a beaucoup d'Européens occidentaux qui ont été concernés par le fléau de Daesh. Et Daesh, voilà, on sait ce qu'ils ont fait, ils ont massacré des chrétiens. Moi je suis catholique. Ça aussi pour moi c'était important d'intervenir au Kurdistan pour protéger les chrétiens, les musulmans, les yézidis, enfin voilà. Bouleversé, le père de Farid envisage de prendre les armes à la suite de son fils. Alors sans pudeur, l'ex-militaire lui décrit la réalité du front. La guerre, de toute façon, c'est l'histoire. Il n'y a pas d'autre terme. Le but, c'est de faire un maximum de dégâts à l'adversaire. Avec la Syrie, c'était quand même un théâtre d'opération assez difficile. Il faut vraiment être préparé. Voir des cadavres, Daesh, tout ça, ça me... Enfin, encore aujourd'hui, je me lève le matin, ça me fait rien, quoi. Mais pourquoi les gens comme mon fils, que c'est des écologistes, il n'a pas cette... Pourquoi ils se retrouvent en Syrie et parce que des fois, voilà, pourquoi par rapport à quoi? Des fois, on ne peut pas régler les problèmes pacifiquement. Des fois, on est obligé de faire usage de la force. La barbarie de Daesh, ça a touché les révolutionnaires comme ça a touché les militaires. Ça a eu un impact énorme. Farid, il était entier, c'est ça qui... Enfin voilà, c'est pour ça qu'il s'est battu pour une cause qui est noble. Surtout, pour moi, il y a ça. C'est pour ça qu'il il avait de l'empathie. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il existe un autre frère d'armes qui partage le deuil du père de Farid. Son nom de guerre est connu de tous les militants d'extrême gauche. Un anarchiste français du 19e siècle. Je m'appelle Ravachol, je suis un militant français anarcho-syndicaliste. J'ai combattu au sein des YPG en Syrie contre l'État islamique. Et j'ai passé 8 mois là-bas. Un jeune homme de 19 ans qui vit en banlieue parisienne. Un libertaire engagé dès le lycée, parti faire la guerre. Sa seule passion, la révolution, plus particulièrement au Rojava. Ce sont des idées qui se rapprochent beaucoup de l'extrême gauche, qui défendent des principes de démocratie directe, de féminisme radical, d'écologie radicale et de collectivisme, de partage de richesses. Ce n'est pas un hasard si Ravachol s'est tatoué une Kalachnikov sur le bras. Sa mission, comme on le voit ici sur le front syrien, neutraliser le plus grand nombre d'ennemis de l'État islamique avec une arme de précision redoutable, le Dragonov, qui permet de tuer l'adversaire à 1000 mètres de distance. Ouais, pour sacrer les dentistes, fils de chien. Attends, Ravachol, une recrue indispensable pour les Kurdes qui manquerait cruellement de snipers face aux hommes en noir de Daesh. Le tireur d'élite français fait tellement de victimes qu'avec son fusil, il est devenu la cible à abattre. Pour avoir eu l'audace de s'être vanté dans la presse de ses exploits, l'État islamique a mis sa tête à prix. Donc ça, c'est un poster de recherche que l'État islamique a fait à mon encontre, qui incite à me retrouver et à
me faire la peau. Sur le coup, j'étais un peu affolé quand on m'a appris la nouvelle. Mais au jour d'aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid, voire je suis un peu content de moi. Bref, un tueur de sang-froid d'à peine 20 ans. Malgré son sourire, il reconnaît garder des séquelles de la guerre. Alors que Daesh semble défait, dans quel état vont revenir ces combattants français? Certains sont surveillés par les services de renseignement. D'après une source judiciaire, aucun n'a été poursuivi par la justice, les YPG n'étant pas inscrits sur la liste européenne des organisations terroristes. Et l'on se retrouve ici en Irak, dans cette région entre Erbil et Mossoul. Vous le voyez, les dégâts ont été nombreux. Alors, quel rôle a joué la France d'un point de vue militaire? Comment avons-nous mené cette guerre? Il y a quelques jours, nous étions avec François Hollande dans les ruines de Mossoul. Nous l'avons accompagné et c'était pour nous l'occasion de s'interroger sur le rôle militaire de la France. Quelle a été sa stratégie? Une stratégie qui a été critiquée par des hauts gradés français. C'est une enquête signée Laure Pollez, Salah Agrabi et Xavier Pupéro. Dans la nuit, les lumières d'Erbil, au nord de l'Irak. Le passager François Hollande a souvent fait ce voyage en avion présidentiel. Cette fois, il y vient par un vol régulier. Un vol de nuit, il est 4 h du matin. Non, pardon, je cherchais le bon voyage. Bon, on vient à des heures qui ne sont pas décentes. Un voyageur presque ordinaire. Pourtant, il y a encore 2 ans, il foulait cette terre en chef de guerre. C'était en janvier 2017, en pleine bataille pour reprendre Mossoul, alors capitale de l'État islamique en Irak. Donc pour moi qui ai, si je puis dire, accompagné la guerre, pour que Daesh soit écarté, que Mossoul soit libéré, ça sera un moment sûrement d'émotion de revoir cette ville différemment. Je l'avais vue de bord, de loin, en guerre, je vais la voir de près, en paix, mais dans quel état? L'ancien président de la République est invité par le gouvernement du Kurdistan irakien pour remettre un prix de journalisme. À peine débarqué, il prend des nouvelles de l'homme qu'il a pourchassé pendant son mandat, l'ennemi numéro 1. Baghdadi, we know where is he? Baghdadi, there is rumors and information that now they say that he crossed the border. You think he is alive? He is not dead. Depuis Erbil, il faut rouler 1 h 30 pour rejoindre Mossoul. Avec Raqqa, c'était l'autre fief de l'État islamique à son apogée. Le jour se lève lorsque le convoi arrive dans la province de Mossoul. La région a été officiellement libérée de Daesh à l'été 2017. Mais l'État islamique continue sa guérilla à coups d'attentats et d'enlèvements. Voilà Mossoul, 2e ville d'Irak, avec ses 2 millions d'habitants. Et la mosquée était où, celle qui... On va la voir, on va s'approcher. Ouais, c'est toute la petite ville. Il faut passer le Tigre pour comprendre l'horreur qui s'est jouée ici. La vieille ville est presque rasée. C'est dans ces maisons que s'étaient retranchés les derniers combattants de Daesh autour de la fameuse mosquée Al-Nouri, là où tout a commencé. En juillet 2014, dans cette mosquée, Abu Bakr al-Baghdadi proclame son califat. Dès le mois suivant, une coalition menée par les États-Unis déclenche ses premières frappes en Irak. Et la France s'engage dans la guerre. Ce matin, à 9h40, conformément aux ordres que j'avais donnés, des avions Rafale ont pilonné un objectif et l'ont entièrement détruit. Ça vous fait quoi, monsieur le Président, Allez voir tout détruit, là. Regardez. Toute cette ville, il faut penser aux
au mieux, mais il faut penser aux femmes et aux hommes qui vivaient là, et qui ont été écrasés, détruits. Vous vous sentez un peu responsable? C'était la seule façon de pouvoir chasser Daesh, mais c'est vrai que c'est douloureux, détruire une ville. Si je prends des photos, c'est pour montrer ce que c'est aujourd'hui et pour qu'un jour, on voit ce que ce sera. Hein? C'est là on voit la désolation, on voit la destruction. Et pour l'histoire, il faut qu'on s'en souvienne. Et que plus tard, si je reviens ou si d'autres reviennent, on verra que ça aura été reconstruit. Reconstruire. Pour l'instant, un doux rêve dans ce cauchemar de débris. Près de la moitié de la population de la ville a perdu son logement. La plupart s'entassent encore dans des camps de réfugiés, en lisière de Mossoul. La coalition internationale aurait-elle eu la main trop lourde pour écraser l'ennemi? Les frappes ont eu lieu sur demande de l'armée irakienne. Au sol, c'est le général Najib al-Jabouri qui a mené l'offensive. Cet ancien officier de Saddam Hussein est aujourd'hui adulé comme un héros. Mais le vainqueur de Daesh est désarmé face aux innombrables problèmes que pose la fin de la guerre. On n'a plus rien chez nous, je vous jure, monsieur. Nous n'avons même plus de quoi manger. S'il vous plaît, aidez-nous. Je fais de mon mieux, je vais voir ce que je peux faire. Monsieur, pour le logement, nous n'avons pas eu notre allocation. Ça viendra dans le prochain budget. Monsieur, j'ai la charge de ma famille, de mon père, de mon frère. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai que Dieu et vous pour m'aider. Mais moi, je n'ai aucun moyen. Je suis général de l'armée. Je ne suis ni gouverneur, ni maire, ni ministre. Je ne peux rien pour vous. Le militaire est désemparé. Mais en ce qui concerne la stratégie de guerre, il n'a aucun regret. Il se souvient de l'assaut final, féroce, dans les venelles de la vieille ville. Pour lui, les bombes occidentales étaient un don du ciel. Vous ne pensez pas qu'il aurait été possible de gagner en évitant toutes ces frappes? Non. C'était trop difficile ici. À la fin, dans ces quelques rues, nous avions plus de 3000 combattants face à nous. Daesh avait fait de ce quartier son dernier bastion, sa dernière bataille. Et comme cette zone était très difficile d'accès, les terroristes pensaient pouvoir s'abriter et résister encore longtemps ici. Ils pensaient tenir ainsi des années. Un ennemi déterminé et particulièrement retors. Pendant la bataille de Mossoul, l'État islamique a usé de toutes les ruses pour entraver l'offensive internationale, quitte à faire tuer des innocents. Là, c'était une maison occupée par l'État islamique. Et voici ma maison. La maison de mes voisins, bombardée et tombée sur la mienne. Cet homme habite dans un quartier frappé en mars 2017. Il dit que sa famille a survécu seulement grâce à Dieu. Vous voyez, là, j'ai dû reconstruire tout ça. J'ai pratiquement tout refait. On a tout eu, des explosifs, des bombes. Et regarde ce trou-là. Ça, c'est les hommes de Daesh qui l'ont creusé pour faire un tunnel. C'est par ici qu'ils entraient et ils sortaient par là-bas. Ils vous utilisaient comme bouclier humain? Ouais, exactement. Tu sors, tu te fais descendre. Tu passes juste la tête, tu te fais tuer. C'est sûr, parce qu'ils te soupçonnent d'aller voir les autorités. Tout de suite, ils te tuent et c'était comme ça dans tous les quartiers qu'ils occupaient. Dans ces conditions, comment cibler précisément l'ennemi sans toucher la population? Ici, tout le monde connaît l'histoire de M. Zahanoun, 51 ans. Il dit que la vie lui est désormais difficile à supporter. Il avait 2 femmes et 9 enfants jusqu'à ce 17 mars 2017, où une bombe de la coalition est tombée sur sa maison, vers 8 h du matin.
Ça, ce sont les certificats de décès. Ma fille, une autre de mes filles, encore une de mes filles, mon fils, mon neveu et encore un de mes fils. Sur les 156 personnes qui étaient dans l'immeuble, tous sont morts dans le bombardement. Et ce fut tellement violent qu'il ne restait rien à enterrer. Je n'ai pas une seule tombe pour me recueillir. Moi seul, j'ai survécu. Les secours ont mis 5 jours à me retrouver. Aliza Hanoun ne comprend pas pourquoi son immeuble a été visé. Peut-être un sniper de Daesh sur le toit. Alors que Mossoul savoure la fin de la guerre, lui ressent de la haine contre les libérateurs. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour perdre tous mes enfants? Daesh, ce sont des criminels. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais pourquoi le gouvernement commet-il lui aussi des crimes contre les citoyens? Pourquoi la coalition s'en prend-elle à nous? Et vous savez, il y a des centaines de personnes comme moi ici. Si le gouvernement ne rend pas justice à ceux qui ont été meurtris, que se produira-t-il? Vous allez trouver pire que Daesh. Et j'en ferai partie. Selon l'agence de presse AP, qui a compilé plusieurs rapports d'ONG, environ 10 000 civils sont morts dans la bataille de Mossoul, dont au moins un tiers sous les tirs de la coalition internationale. Un bilan qui aurait pu être évité, selon certains officiers français. Le mois dernier, le colonel Légrier, de retour de mission en Irak, critique dans une revue militaire la stratégie de guerre choisie par les airs. Nous avons détruit massivement les infrastructures et donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l'occidentale, laissant derrière nous les germes d'une résurgence prochaine d'un nouvel adversaire. Cet article a été retiré depuis du site de la revue. Michel Goya, ex-colonel de marine et ancien conseiller auprès de l'état-major des armées, pense lui aussi qu'une guerre de contact aurait été plus efficace. On aurait engagé des troupes de contact, on aurait eu des soldats tués, incontestablement. Mais surtout, on serait allé plus vite. Bon, on ne le fait pas, et donc du coup, les choses sont beaucoup plus lentes. Vous avez beaucoup plus d'emplois de feu. Au lieu d'avoir quelques milliers de frappes aériennes, vous en avez des dizaines de milliers maintenant. L'ennemi exploite, évidemment, chaque fois qu'il y a une erreur de frappe, ou il y a des dommages collatéraux, il exploite ça médiatiquement. Ça crée de la haine de l'Occident, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ça nourrit, et ça peut produire aussi un certain nombre de volontaires pour aller combattre dans les rangs de l'État islamique ou d'autres organisations. Je pense que les forces françaises, pendant la période où moi j'ai été en responsabilité, ont été extrêmement économes de leurs moyens et ont été tout à fait vigilantes pour ne pas créer de victimes civiles qui n'avaient rien à voir avec les terroristes. Alors là, maintenant, il faut absolument que les Irakiens eux-mêmes, le gouvernement irakien, prennent toutes les décisions avec l'appui bien sûr de la communauté internationale pour rebâtir. Et si on laisse des ruines comme vous les avez vues à l'état de ruines, avec des gens qui vivront dans le dénuement, c'est vrai que ça sera un terreau propice pour des révoltes et éventuellement pour du terrorisme. Avant de quitter l'Irak, François Hollande tenait à saluer l'évêque de Mossoul. Le bienvenu, Monsieur le Président. Quel plaisir de vous voir. Vraiment, de vous revoir ici. Vous êtes d'abord courageux et vous avez un cœur d'amitié. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, donc vous êtes le bienvenu. Son église avait été vandalisée par l'État islamique et transformée en lieu de pendaison. Aujourd'hui, elle est restaurée, mais reste désespérément vide. 1 an et demi après la fin des combats, aucun des chrétiens du quartier n'est revenu. En 2014, l'État islamique a conquis Mossoul en seulement 4 jours, profitant du chaos laissé par le précédent conflit. Cette fois, combien de temps tiendra la paix? L'État irakien
dit avoir besoin de 100 milliards de dollars pour reconstruire le pays. On est de retour dans la région d'Erbil avec vous, Chloé Raymond. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste indépendante, vous vivez ici à Erbil et vous travaillez sur la problématique de la reconstruction. Il y a beaucoup à faire, au sens propre comme au sens figuré. Un mot peut-être du sentiment aujourd'hui partagé par la population au moment où on annonce la fin de Daesh, en tous les cas d'un point de vue territorial. La population, elle est fatiguée, elle est épuisée après des années de guerre. Alors effectivement, c'est la fin du califat, mais avant ça, elle a vécu l'embargo, la guerre avec l'Iran et beaucoup de divisions internes et un État fragile qui n'arrive pas tellement à répondre à ses demandes. Donc aujourd'hui, elle est vraiment fatiguée. Elle n'attend pas tellement de la coalition qu'elle réponde à ses attentes qui sont propres au pays, à l'Irak. Voilà. Les gens, vous diriez qu'ils ont peur aujourd'hui, ils vivent encore avec la crainte que Daesh n'est pas loin? Oui, les Yézidis par exemple, qui sont une des communautés qui a été le plus affectée et massacrée par le groupe État islamique, aujourd'hui ils ne retournent pas dans leur village tout simplement parce qu'ils ont peur que leurs voisins les trahissent à nouveau. La première fois, c'était les Arabes sunnites qui étaient tout autour de leur village qui les ont trahis. Et ils pensent aujourd'hui que s'ils retournent, ce sera les chiites qui contrôlent la zone. Ils se disent, les sunnites nous ont trahis une fois, les chiites n'ont aucun intérêt à ne pas nous trahir une seconde fois. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiance un peu délétère et vindicative. Il y a un risque de vengeance qui est propre à ces fins de guerre où en réalité rien n'est réglé et où il y a un sentiment évidemment et une volonté de vengeance parfois. Une volonté de vengeance sur laquelle va s'appuyer en fait le groupe État islamique qui n'est pas du tout mort, c'est la fin du califat, c'est la fin militaire du groupe État islamique, la fin des combats à Barouz en Syrie, mais l'État islamique n'est pas mort du tout, vraiment pas. Alors justement, vous dites qu'il y a des cellules dormantes et qu'ils ont la capacité aujourd'hui de pouvoir éventuellement de se reconstituer? Effectivement, il y a plein de cellules dormantes partout dans le pays. Ils se sont retranchés dans des zones désertiques, dans des zones montagneuses. Et en parallèle de ça, il y a déjà plusieurs actes qui montrent qu'ils sont de retour. Par exemple, dans la province de Kirkouk, on a dénombré 55 attaques à la bombe depuis 6 mois. Dimanche dernier, il y a 3 kamikazes qui ont été tués dans un village au sud de Sinjar. Et depuis le mois d'octobre-novembre, à Mossoul, il y a plein d'attaques à la voiture piégée qui sont le signe de l'État islamique. Donc ils ne sont pas du tout morts et ils profitent aussi de la misère qu'il y a dans les camps pour recruter de nouveaux combattants. Les cellules dormantes, on parle de cellules dormantes, mais ils sont là. Les gens ont peur la nuit de traverser certaines routes parce qu'ils savent qu'ils sont là et ils tablent. Moi, quand je pose la question, on me dit dans moins d'1 an, il y aura un nouvel accès de violence extrême. Merci infiniment, Chloé Raymond, de nous avoir éclairés. Voilà pour cette émission exceptionnelle qui est maintenant terminée. À la rédaction en chef de l'émission, je remercie Thomas Auro avec Samuel Humez et Lionel Feuerstein. Caroline Durand m'a aidé à concevoir et préparer ces entretiens. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. On se retrouve, nous, dans 2 semaines. D'ici là, passez une excellente fin de semaine sur France Télévisions.